Comme une évidence, le podcast des gens qui changent de vie ou peut-être des gens qui adaptent leur vie à leur envie. Découvrez ici les témoignages de personnalités dont l'activité est publique et à laquelle vous pourrez accéder facilement via les liens mis à disposition dans chaque épisode. Leurs témoignages introspectifs sont aussi des occasions de partager des aspects pratiques et documentés de leurs expériences. Quelle formation a-t-il suivi ? Comment s'est-elle rémunérée ? Comment a-t-il concilié vie perso et transition professionnelle ? Vous entendrez, j'en suis certaine, des parcours inspirants pour peut-être vous aussi, un jour, adapter votre vie à votre envie. Dans cet épisode, j'aimerais vous faire découvrir le parcours de Clara Delmont-Bardin. Aujourd'hui fondatrice de la marque Usage, une collection capsule de vêtements unisexes fabriqués à Paris. Avec Clara, nous avons pu discuter dans le salon de son appartement. Assise dans les fauteuils, éclairée par la lumière du jour et des nuages. Là, nous avons parlé de son premier métier, de sa perte de sens, du rôle de la maternité dans son parcours et de la manière dont elle a retrouvé sa fibre d'exploratrice. Un témoignage personnel et aussi pragmatique pour partager son expérience de la façon la plus précise, mais aussi la plus utile. Ah oui, si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre le métro aérien circuler dehors. La vie continue, égale à elle-même. Danse. Bonjour Clara. Bonjour Aurélie. Merci encore d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience, ton parcours professionnel original. Tu es aujourd'hui fondatrice de Usage Paris, une collection capsule de vêtements unisexes fabriqués à Paris à partir de tissus upcyclés. On dit comme ça. Oui, comme ça. Upcyclés. Upcyclés, tout à fait. Avant de nous parler de ton activité actuelle, pourrais-tu nous dire quel était ton métier quand tu as effectué ton changement de vie ? Oui, merci à toi Aurélie. Donc avant d'effectuer ce changement de vie, j'ai travaillé pendant une 12aine d'années dans la coopération internationale. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, je travaillais pour l'administration publique française, donc le ministère des Affaires étrangères. Et j'ai travaillé en ambassade à l'étranger, un petit peu à Paris, et ensuite sur des projets d'appui au service public, au renforcement du service public dans les pays en développement, donc en Afrique et au Moyen-Orient essentiellement. Donc j'étais chef de projet dans ce domaine. Voilà. Tu as voyagé beaucoup ? J'ai beaucoup voyagé, ouais. En quelques années, j'ai littéralement fait le tour du monde. Et c'était très, très intéressant. J'avais fait des études en sciences politiques avec une option affaires internationales. C'était mon rêve de faire ce métier et je l'ai fait avec beaucoup de passion pendant ces 12 années. Tu as travaillé près de 12 ans dans le domaine de la coopération internationale et de la diplomatie. C'était le prolongement de tes études. Tu suivais finalement le chemin que tu t'étais tracé toi-même. Oui, exactement. J'ai fait des études en sciences politiques et avec une option donc affaires internationales. C'était un peu mon rêve d'adolescente de travailler à l'ONU ou dans des structures de grands enjeux internationaux et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc c'était un peu un rêve accompli. Et en parallèle de tes premières expériences, j'ai vu que tu avais publié deux articles au moins dans des revues spécialisées. Oui, c'est vrai. Un poil critique tout de même, il me semble, de ce que j'ai pu lire. Est-ce que tu commençais déjà à cette époque à prendre de la distance avec ton métier ou du moins l'environnement dans lequel tu évoluais ? Oui, je pense que dès le début, comme j'ai fait ça avec beaucoup de passion, j'avais justement un fil conducteur qui était mon éthique, mon envie de faire les choses selon le sens que je donnais moi. Et c'est vrai que je l'ai fait quand même toujours avec pas mal de distance et une distance aussi très concrète par rapport au fait que j'étais pas fonctionnaire, donc j'étais contractuelle. Donc c'est vrai que ne serait-ce que par ce statut, j'avais aussi un peu de distance par rapport à la maison du Quai d'Orsay, par exemple, ce qui m'empêchait pas d'y travailler et d'être dans les effectifs, mais c'était aussi un statut un peu particulier qui me permettait peut-être un peu plus de critique. Et à quel moment est-ce que tu as décidé de tout plaquer si ça s'est passé comme ça ? Mais je pense que ça s'est fait petit à petit. J'ai toujours aimé les projets sur lesquels je travaillais. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était plus l'aspect humain, vraiment des rencontres que je faisais à ma petite échelle, en fait, qui me passionnait dans ce travail.
plus que le gros système dans lequel je pouvais évoluer. Et c'est vrai que ça, petit à petit, ça peut user un petit peu la foi qu'on a dans ce qu'on fait. Et puis, ce qui a un peu précipité quand même le changement, c'est le fait de devenir maman. Et voilà, et on va dire la rupture dans une vie personnelle que ça peut être d'avoir un congé maternité. Parce que tu es maman de 2 enfants? C'est ça, 2 enfants. Et donc, cette rupture personnelle, elle est arrivée au moment de ton premier enfant? Ça s'est fait en 2 fois. Et c'est après mon deuxième que j'ai vraiment pris la décision de changer de vie. Ouais, je pense que le deuxième congé maternité qui a été un petit peu plus long, parce que je l'ai prolongé, que le premier m'a permis de beaucoup réfléchir à voilà, ce qui m'intéressait, ce qui me passionnait et comment je pourrais changer de vie. Et du coup, comment tu as réussi à mettre en œuvre ce changement de vie, justement? Concrètement, j'ai décidé donc de partir. Donc ça s'est fait sous forme de rupture de mon contrat et donc je me suis retrouvée à Pôle emploi avec voilà, un petit peu de réserve aussi financière et un petit peu de temps devant moi avec les indemnités chômage pour pouvoir structurer un projet et le faire un petit peu sereinement. Et sinon, en fait, j'ai fait ce que j'ai toujours fait et ce que j'ai appris à faire avec mes études et mon travail. J'ai monté un projet. J'étais chef de projet, donc, donc j'ai appliqué la méthode que je connaissais, qui était de réfléchir à des enjeux, comment on y répond, mettre en place une stratégie, un budget, trouver les compétences chez d'autres partenaires et puis monter le projet. Et du coup, effectivement, cette méthode, tu la connaissais, tu avais la rigueur nécessaire. Ça t'a demandé beaucoup de travail? Oui, ça a été assez long parce que donc là, ça fait une petite année que j'ai lancé la marque, mais ça fait 2 ans presque et demi que j'ai quitté mon emploi. Donc il y a quand même eu, on va dire, un peu plus d'1 an en fait, pendant lequel j'ai vraiment réfléchi, j'ai voulu vraiment prendre du temps. J'ai démarré tout simplement avec des mots-clés sur ce que j'avais envie de faire, ce qui m'intéressait. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai structuré le projet. Enfin, j'y ai donné du temps. Aussi parce que c'était une démarche créative. C'était pas qu'un projet administratif à structurer, c'était aussi une démarche créative qui nécessite des itérations, du temps pour se nourrir en fait, en allant voir des choses qui sont peut-être pas au départ directement liées au projet, mais qui permettent de l'alimenter. Je me suis accordé du temps. Et cette dimension créative, finalement, elle t'est venue d'où? Je suis dans un environnement personnel qui est assez proche du monde de l'art et de la création en général, ne serait-ce que par l'activité de mon mari ou de beaucoup d'amis qui sont dans ce domaine-là. J'avais fait un petit peu d'histoire de l'art pendant mes études aussi. Quand on fait Sciences Po, c'est vrai qu'on touche à beaucoup de domaines et l'art avait une place assez importante dans mes études. Je pense être sensible à l'art, comme n'importe qui peut l'être, sans compétences particulières à la base, mais assez sensible à ça. Et après, je me suis vraiment nourrie en allant dans des musées, en allant voir le travail de gens, en allant trouver des matières. Et petit à petit, c'est venu assez naturellement. Et donc, mots-clés. Parmi ces mots-clés, peut-être le mot art. Oui. C'est ça? Oui, art, création, savoir-faire, utilité, mais aussi beauté. Enfin, il y avait, réconcilier un petit peu des enjeux qui m'intéressaient en termes aussi de responsabilité, de comment on consomme, de ce qu'on fait au quotidien, comment on vit. Et puis, ce plaisir de la beauté, du savoir-faire, qui est très lié aussi à la culture, à l'art de vivre, en fait. C'était un peu tous ces mots-clés qui peuvent paraître un peu fouillis comme ça au départ, mais qui se sont structurés après autour d'un objet en particulier, qui est ce vêtement, et puis les quelques vêtements que j'ai déclinés après. Une fois que finalement ta décision ou ton intention de changer de vie a émergé, t'as pas eu de doute, t'as foncé. Si, des doutes, on en a toujours. Je pense même encore aujourd'hui, je pense qu'ils ne me quitteront pas. Mais c'est ce qui permet aussi de garder un peu de recul, de se poser les bonnes questions.
Il y a vraiment eu des moments où je me suis dit que j'étais complètement cinglée de faire ça. Hein. Enfin, très franchement, quand on est en CDI, qu'on est dans un domaine dans lequel on est plutôt à l'aise, qu'on fait ça depuis longtemps, que c'est un domaine intéressant, etc. Pourquoi tout dynamiter pour se mettre en danger aussi, même financièrement donc si, beaucoup de doutes, ça c'est clair. Mais en fait, au bout d'un moment, quand on se met sur ses rails, ben voilà, on y va, quoi. Et on se donne les moyens, donc ouais. Ça, c'est cette réflexion que tu mènes pendant ton congé mat, Ouais. ton deuxième congé maternité. Et tu retournes au boulot. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Parce que ça, à ce moment-là, c'est encore un peu dans ta tête. Tu n'as pas concrètement commencé à mettre en œuvre. Je comprends que tu mets en œuvre ton projet une fois que tu obtiens ton chômage, donc une fois que tu as quitté ton employeur. Oui, là, avant de retourner au travail après le congé mat, c'était plus une réflexion personnelle sur voilà, ce que j'aurais envie de faire éventuellement si je quittais mon travail. Il y a un petit retour dur quand même au travail après ce congé maternité, parce que je pense que pour n'importe qui, n'importe quelle femme, il faut le dire, hein, c'est dur. Et puis c'est vrai que je retrouve un environnement de travail qui n'est pas exactement celui que j'avais quitté, forcément. Je suis partie un peu plus de 6 mois, ça a évolué. Donc j'ai un petit peu de mal à me remettre dans le bain. Et puis, je ne retrouve pas tout à fait l'équilibre que j'avais. Tant en termes d'environnement de travail qu'en termes de foi en ce que je fais. Et finalement, toutes les questions que je commençais à me poser assez naturellement depuis quelques années, bah là, finalement, elles se cristallisent un petit peu à ce moment-là, parce qu'il y a plein de faisceaux qui convergent. Et donc, assez vite, je prends la décision qu'il va falloir partir, quoi. Parce que tu es en CDI, donc finalement, si tu démissionnes, tu n'as pas de chômage. Ouais. Donc tu négocies, tu arrives à négocier une rupture conventionnelle. Voilà, c'est ça. Il y a une négociation qui se met en place, et puis donc un départ qui se fait progressivement, hein, qui prend un petit peu de temps, comme comme préavis. Souvent, voilà, c'est ça. Et comme tu le disais, ensuite, tu as un chômage qui te permet de voir un petit peu venir, je suppose, Voilà. pour pouvoir mettre en place ton projet. Ton activité, quand tu as commencé à décrire un peu ce changement, tu dis que tu te nourris et que tu as aussi dans ton entourage des personnes qui sont parfois un peu dans ces domaines et qui peuvent t'inspirer. Ton activité, tu dirais que tu l'as montée toute seule ou est-ce que tu as des associés? Non, j'ai pas d'associés. Je suis vraiment toute seule dans la petite structure. Mais c'est vrai que je dirais pas que j'ai monté toute seule parce que forcément, on est obligé de s'entourer quand on monte un projet comme ça. Donc, dès le début, la façon de se nourrir, ça a été d'aller au musée, de voir des choses, de se nourrir concrètement pour cette démarche créative, mais aussi de rencontrer beaucoup de gens qui ont des témoignages, justement, à me partager sur comment ils ont fait pour monter une entreprise, même si c'est dans un domaine complètement différent de celui que j'imaginais pour moi. Mais ouais, ça a été beaucoup de rencontres et de discussions avec des gens autour de moi. Isabelle Olry-Louis est enseignante-chercheuse en psychologie de l'orientation. À ce micro, elle me parlait de la figure du passeur. C'est cette personne qui va aider à franchir le cap de la reconversion professionnelle, symboliquement ou concrètement. Cette personne, c'est parce qu'elle appartient au monde convoité, comme dit Isabelle, j'aime bien cette expression. Elle va représenter un modèle, une source d'inspiration, donner des clés de compréhension, ouvrir des portes. Qui a été ton passeur ou ta passeuse ? Il y en a peut-être eu plusieurs d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Je ne pense pas comme ça à une personne en particulier, même si évidemment mon conjoint c'est quelqu'un de clé parce que il est entrepreneur lui-même, il est créatif, donc c'est évidemment un pilier dans cette démarche, un soutien et puis un encouragement. Après, ouais, je pense que j'ai eu plein de passeurs. Plein de petits passeurs, parce que vraiment, cette première phase de recherche, ça a été rencontrer énormément de gens. Donc oui, je me retrouve complètement dans cette idée de passeur, mais je pense qu'il peut y en avoir une multitude en fait. Et justement, tu parlais de ton conjoint et ton entourage. Comment ont réagi tes proches, parents, conjoints, enfants, amis, à l'annonce finalement de ce changement de vie ? Comme ça s'est fait assez progressivement, parce que j'en parlais depuis un moment, il n'y a pas eu d'annonce, de pavé dans la mare, quoi. Ouais. Mais j'ai vraiment, de façon générale, eu beaucoup de soutien. J'ai ressenti pas mal de, entre guillemets, admiration
pas pour ma personne forcément, mais pour ce grand saut, justement. Ouais. J'ai souvent entendu, de la part de gens, plutôt des gens qui ne sont pas forcément les plus proches, de «Waouh, bah dis donc, t'oses faire ça, c'est super, quoi, bravo», parce que c'est courageux. Et c'est vrai que moi, j'avais du mal à recevoir ce commentaire, parce que je ne me sentais pas particulièrement courageuse. J'avais l'impression que de toute façon, c'était un peu une nécessité pour moi là, de changer de cap. Certes, la montagne paraissait assez imposante à gravir, donc bien sûr, il faut du courage. Mais j'avais pas l'impression d'être particulièrement courageuse par rapport aux autres. Juste, comme je disais tout à l'heure, je me suis mise sur des rails et puis au bout d'un moment, on y va parce qu'en fait, on n'a plus trop le choix, quoi. Mais c'est vrai que c'est ça la réaction beaucoup que j'ai entendue autour de moi. Finalement, tu n'as pas eu besoin de convaincre ton entourage du bien fondé de ton choix, en fait. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que je pense que les gens sont assez enthousiastes en général avec cette idée de faire un changement un peu radical. Il y avait, je pense, tout le cœur aussi que je mettais, le sens que j'avais envie de trouver. Et ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, je crois. Donc, de ce point de vue-là, les gens ont été plutôt encourageants. J'aimerais quand même te reposer la question de la manière dont tu as fait coïncider en fait, ce changement de vie avec ta vie personnelle, familiale, puisque quand même tu venais d'avoir finalement ton deuxième enfant, et professionnelle. On a compris que du coup, tu avais fait les choses les unes après les autres. Comment tu as fait en fait pour faire fonctionner tout ça? Ou comment tu fais encore aujourd'hui peut-être? Finalement, au début, j'ai plus trouvé que c'était un peu une libération, parce qu'en fait, je me suis retrouvée, mine de rien, avec beaucoup de temps pour moi. Parce que quand on monte un projet, il y a cette rigueur qu'il faut avoir, bien sûr, parce qu'il ne faut pas trop perdre de temps, il faut garder ses objectifs, avancer. Il y a une petite urgence financière, forcément, quand même. Mais j'ai trouvé aussi que je me retrouvais avec un emploi du temps ultra flexible, de pouvoir m'organiser exactement comme je veux. Travailler de la maison, c'est quand même aussi assez confortable quand même quand on a des enfants. Donc j'ai trouvé au début qu'en fait c'était génial et que j'arrivais à profiter de mes enfants et de mon mari encore plus qu'avant finalement. Donc, et je le vis toujours plutôt comme ça aujourd'hui. Donc finalement, je trouve ça plus facile, presque plus facile de combiner sa vie personnelle avec sa vie professionnelle quand on est à son compte. Parce que on n'a pas cette espèce de machine qui nous écrase un peu au quotidien quand on est salarié, avec ses obligations de présence au bureau, ses transports, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça assez libérateur. Ce qui change, c'est que j'ai quand même, en plus aujourd'hui, l'étape dans laquelle je me trouve dans mon travail, j'ai des phases quand même assez intenses de travail, notamment quand je suis en boutique, parce que donc j'ai pas de boutique physique à moi pour vendre mes produits, mais je suis régulièrement dans des boutiques éphémères. Et ça, comme je peux pas me permettre d'employer beaucoup de personnel, ça impose quand même une présence en boutique assez intense, week-end compris. Donc on va dire j'ai des phases comme ça plus intenses où je vais moins voir mes enfants. Là, notamment pendant les vacances, j'ai passé du temps toute seule à Paris pendant que mes enfants et mon mari étaient en vacances. Mais finalement, j'apprécie aussi, parce qu'en fait, du coup, j'ai du temps pour moi en tant qu'individu, et pas en tant personne. En tant que personne. Moi-même. C'est ça. Et par exemple, cet été, je me suis retrouvée une dizaine de jours à travailler en boutique à Paris, sans ma famille qui était en vacances. Mais en fait, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai retrouvé un rythme très, très différent de celui que j'avais pu connaître ces dernières années. Donc j'avoue, tout petit peu de culpabilité peut-être, mais j'ai aimé... Mais pas trop. Mais pas trop. J'ai aimé rentrer tard le soir après le boulot et dans un appart vide, et puis parce que c'est un petit laps de temps court et qu'on sait qu'on se retrouve après. Donc l'équilibre, il se retrouve un peu comme ça. Finalement, toi, t'as pas du tout été impactée par le Covid. Même ta réflexion sur le sujet, elle arrive après, en fait. Elle arrive vraiment pendant ton congé mat qui est... aussi, remarque, c'est un peu la fin du Covid. Oui, alors, sur le mien. Je dirais pas qu'il y a un lien direct, mais je pense quand même que ça a dû forcément influencer un petit peu. Tout simplement, de façon quand même assez évidente, parce que j'ai passé beaucoup de temps à la maison, comme tout le monde, avec le Covid, et qu'un de mes vêtements, une des pièces centrales de ma collection, c'est ce vêtement, donc ce kimono, ce peignoir d'intérieur. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, que j'ai beaucoup, beaucoup porté
pendant le Covid et pendant le congé maternité, parce que j'ai passé du temps à la maison. Et ce vêtement, voilà, très émotion, quoi, ce vêtement affectif qui est le kimono, je pense que je l'ai encore plus apprécié pendant cette période-là. Et pendant cette période, j'ai aussi beaucoup apprécié d'être chez moi. Parce que bon, voilà, c'était une contrainte, mais j'ai essayé de le vivre comme quelque chose, voilà, aussi qui était un plaisir. Et le premier vêtement auquel j'ai pensé pour cette collection, c'est ce peignoir kimono. J'emploie le mot kimono un peu avec précaution parce que c'est évidemment pas un vrai kimono japonais. Mais du coup, le lien avec le Covid, il est là. Aujourd'hui, Usage Paris, on est à ses débuts, tu le disais, finalement. Ouais. Est-ce que tu pourrais décrire ton activité ? Donc c'est une petite collection de prêt-à-porter. Donc, qui s'est un peu développée autour de cette première pièce qui est donc le kimono. Au départ, mon idée, c'était vraiment de travailler sur un vêtement universel, assez intemporel, universel aussi dans le sens unisexe, universel dans le sens morphologie différente, etc. Ne pas travailler sur une collection de prêt-à-porter avec des tailles, des saisons qui se suivent, des collections. Voilà, c'est une petite collection qui aura vocation à évoluer, mais qui pour l'instant ne se décline que sur 2-3 pièces. C'est fabriqué à Paris, à partir de matières en fibres naturelles et majoritairement upcyclées. Donc, c'est-à-dire que je récupère des tissus qui existaient déjà, que je rachète à des couturiers en petite quantité et j'en fais une nouvelle collection. Et je pense que le mot-clé dans tout ça, c'est l'usage, c'est d'où le nom de la marque. C'est comment on utilise ce vêtement au quotidien, pourquoi, à quel moment, l'usage affectif qu'on peut avoir, le côté aussi un peu rituel qu'on peut avoir avec cet usage répété d'un vêtement un peu fétiche. Et le kimono, pour moi, c'est vraiment le vêtement par excellence qui réunit tout ça. C'est une marque qui existe surtout en ligne. Et puis après, je vends régulièrement en boutique éphémère à Paris. Est-ce que ça fonctionne bien ? C'est un peu difficile parce que c'est les débuts, mais ça va de mieux en mieux. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Donc j'ai démarré à la fin de l'année dernière, à peu près au moment de Noël, en fait, un petit peu avant Noël. Donc forcément, au moment de Noël, on arrive à faire des ventes parce que c'est aussi un moment propice. Le début d'année, après, ça a été un peu plus compliqué. Et là, j'ai l'impression d'arriver petit à petit à un petit rythme de croisière, un petit volume de vente qui va commencer à ressembler à quelque chose, on va dire. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on est sur un domaine où la visibilité et la communication est vraiment clé. Et ça, je trouve ça difficile encore, notamment en ligne, d'avoir la visibilité suffisante qui permet de passer cette marche, en fait, et d'avoir un petit volume qui commence à être suffisant pour vivre, en fait. Tu nous parles essentiellement du kimono, mais il me semble que tu as d'autres pièces également en production. C'est ça, donc j'ai une chemise, qui est un autre vêtement par excellence, on va dire un incontournable du vestiaire tant féminin que masculin. Et j'ai justement fait le choix de faire une chemise d'homme, mais qui s'adresse finalement plus aux femmes. C'était un peu mon idée. Vraiment, à chaque fois, ce que je recherche, comme je le disais sur le kimono, c'est ce côté un peu affectif qu'on a aux vêtements. Et cette chemise d'homme qui ressemble un peu à une chemise qu'on aurait empruntée à son compagnon le lendemain matin, qui a un peu de longueur, un peu de volume. C'est ça que j'ai recherché dans les faits. Donc, il y a évidemment le côté un peu émotionnel et affectif aussi dans ce vêtement-là. Donc voilà, j'ai décliné la chemise unie à rayures, une chemise très très longue qui est un peu ce qu'on appelle la chemise grand-père, qui est une sorte de chemise de nuit qui peut se porter en chemise de nuit, en robe, en djellaba, encore avec plein d'usages différents aussi à inventer autour de ce vêtement unique. Et une chemise un petit peu plus courte qui, là, va être une chemise peut-être un petit peu plus formelle, qui va se porter là, typiquement à la rentrée, mais qui passait très bien aussi pendant l'été comme une surchemise très décontractée. Donc voilà, c'est ça que je recherche à chaque fois. C'est un vêtement, j'invente rien, hein, c'est une chemise, ça existe depuis des siècles, mais j'essaie de rajouter quelque chose en plus en proposant et en invitant un peu les gens à se poser la question de la façon dont ils vont l'utiliser, à penser différents usages.
voilà, masculin, féminin, dedans, dehors, formel, informel. C'est ça que je trouve intéressant avec le vêtement. Et c'est là que je trouve que le vêtement retrouve plus de sens, en fait. Parce que finalement, quand on aime ce vêtement et qu'on y trouve tant de façons de le porter, on en prend soin, on le garde plus longtemps et on n'a pas un vestiaire XXL qu'on va renouveler sans cesse. Voilà, on est sur quelque chose qui a plus de sens, justement, dans sa façon de consommer le vêtement. Et donc, pour moi, ça n'a rien de futile, quoi. C'est vraiment très, très important de ce point de vue-là. Et donc, voilà, c'est de cette façon-là que j'ai trouvé mon sens aussi dans le fait de faire une marque de fringues. Ça correspond aussi à une époque ancienne où on avait un peu moins de choix dans les vêtements et du coup on était moins dans une consommation, même si notamment en France on avait quand même une affection, en tout cas un intérêt assez prononcé pour le vêtement, la mode. Il n'empêche, même les générations de nos grands-mères, elles ne consommaient pas autant de vêtements que nous on pouvait le faire aujourd'hui, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et justement, là, pendant l'été, j'en parlais encore avec ma grand-mère. Elle se faisait elle-même ses vêtements. Elle me disait, moi, à l'époque, on n'avait pas de boutique de prêt-à-porter. Il y en avait très peu, en fait. Et donc, elle a fait de la couture. Elle dessinait elle-même ses vêtements. Et ça, je trouve ça intéressant de repenser à ça. Mais après, ce que j'essaye aussi, c'est de ne pas rentrer dans un truc trop culpabilisateur sur la façon dont on consomme et tout ça, parce que il y a beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Il y a beaucoup de plaisir aussi à suivre la mode, les tendances, comme on suit l'art, en fait, la création. Donc, j'essaie de trouver cet équilibre-là aussi. J'ai pas prétention à dire que voilà, je m'inscris pas du tout dans la mode, dans les tendances, parce que moi-même, j'aime bien suivre les défilés. Enfin, je trouve que c'est magnifique et il y a beaucoup de plaisir à le faire. Mais je trouve qu'il faut quand même être un petit peu raisonnable à un moment donné. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis complètement, voilà, je prends complètement le contre-pied de cette façon de consommer très très à outrance, comme tu le disais, mode jetable, etc. C'est le contraire de ça. Mais c'est pas pour autant quelque chose d'austère qui va voilà, nous culpabiliser d'avoir envie de se faire beau, d'avoir une jolie garde-robe. Voilà, c'est plus de se faire plaisir, mais en étant un petit peu plus raisonnable, quoi. Selon toi, quels sont les traits de ta personnalité qui t'ont aidé à changer de vie? Je pense beaucoup de curiosité pour découvrir autre chose. Et puis ce côté assez émotif que je peux avoir. Parce que c'est vraiment des recherches d'émotions aussi, beaucoup, autant sur tout ce que j'ai pu expliquer là par rapport à ce rapport aux vêtements, mais aussi ce plaisir des belles matières. Et c'est comme ça aussi que c'est la petite porte par laquelle je suis rentrée pour entrer dans la création. Donc la curiosité et puis l'émotion, la recherche d'émotions. La recherche d'émotions. Je le garde pour un tout petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a un objet qui symbolise ton changement de vie? Je reparle du kimono, ouais, parce que c'est un objet au sens large. C'est vraiment, je pense, l'objet qui a fait la transition. Aussi parce que j'en ai rapporté de mes voyages quand je partais en mission voilà, pour mon ancien job. Quand je voyais... Parce qu'en fait, le kimono, il se retrouve dans beaucoup de cultures. Même si c'est à la base, voilà, quand on parle de kimono, on parle du kimono, du yukata japonais. Cette espèce de peignoir d'intérieur dans une fibre textile typique de l'endroit où on se trouve, on le retrouve souvent. Donc ça, j'en ai ramené un peu de l'étranger. On m'en a offert aussi, donc j'avais ma petite collection. Et voilà, et comme je disais, je l'ai porté à la maison à des moments où je me posais beaucoup de questions. Puis à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est ça que je vais faire. C'est là que, que tout converge. Donc, ouais. Quand on est arrivé, tu nous disais que à la maison, tu écoutais toujours de la musique. Tu aimais bien, en tout cas. Est-ce qu'il y a un morceau de musique qui t'a accompagné durant ce parcours ou bien peut-être sinon une lecture, un texte? Pas forcément. Je pense à Patti Smith parce que c'est une de mes artistes fétiches je l'écoute beaucoup. Pas une chanson en particulière, mais je pense à elle. Et je pense à un de ses livres aussi, parce que c'est aussi une écrivaine. Et son livre des jours, qui est une espèce de livre où chaque jour, elle a une petite pensée, une petite photo, elle parle de quelqu'un. Et c'est une petite Bible que j'ai d'ailleurs sur mon bureau aujourd'hui, que j'ai relue ce matin. Donc ouais, je pense aux écrits et à la musique de Patti Smith. Isabelle Hall-Rillouis, encore elle.
parce que j'ai réécouté son interview pour préparer la tienne notamment. Elle nous indiquait qu'une reconversion professionnelle, c'était une combinaison entre un élan vital, une capacité à entrer dans l'action, à foncer, de l'endurance, de la détermination, de la curiosité, de la propension à la passion et la place des émotions. Est-ce que tu reconnais ta formule personnelle dans cette description ? Bah oui, complètement. Je pense que ça se ressent pas mal dans tout ce qu'on vient de se dire avant. Les émotions, évidemment, ça j'en parlais. L'élan vital, oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on me disait « Ah, mais c'est super courageux ce que tu fais », j'avais pas vraiment l'impression que ça l'était, parce que j'avais plus l'impression que c'était une nécessité et que du coup, j'y allais, quoi. Donc ça, je m'y retrouve beaucoup aussi. Et oui, après, il y a ce côté endurant, ouais, cette endurance qu'il faut avoir. C'est là que parfois, ça peut être le plus difficile, je pense, parce qu'on a des phases comme ça d'enthousiasme, de productivité, voilà, qui permettent d'avancer. Puis il y a d'autres moments où on perd un petit peu d'espoir, on a plus de doutes. Et c'est là où il faut se rappeler que voilà, c'est pas un sprint et que ouais, y a vraiment l'endurance à travailler. Que regrettes-tu de ton ancienne vie ? Je regrette un petit peu mes voyages. Et c'est vrai que j'ai eu pendant des années ce rythme de voyages réguliers où je partais en plus beaucoup toute seule, où j'avais du coup ce sentiment de liberté assez fort, de partir toute seule avec ma petite valise en mission pour le travail. Et aujourd'hui, j'ai une vie forcément qui est beaucoup plus locale et parisienne. Donc ça, parfois, ça me manque, mais je réfléchis à des façons de régler ce problème, on va dire. Prochain projet. Voilà, non, mais peut-être des collaborations à l'étranger, ou enfin voilà, des façons, pas forcément l'export, parce que ça, c'est encore très, très ambitieux, très loin pour moi, mais retrouver une petite dimension internationale, j'aimerais bien. Et après, pour être honnête, parce que je pense que c'est important quand on parle de reconversion, etc., ce que je peux regretter par moment quand même, c'est la tranquillité absolue qu'on peut avoir en termes financiers quand on est salarié, parce qu'on sait qu'on a le salaire qui tombe. Là, comme je disais, je commence à avoir un petit rythme de croisière qui me donne espoir que ce projet pourra fonctionner et sera viable, mais c'est pas encore sûr. Et ça, forcément, par moment, je me dis que peut-être que c'était un peu ambitieux et ça, on peut regretter cette tranquillité. Mais c'est un doute qui traverse l'esprit de temps en temps, mais que j'essaie de chasser assez vite parce que tout ce qui va avec cette tranquillité, j'ai aussi souhaité le quitter pour avoir cette liberté, avoir ce nouvel équilibre, cette possibilité de création. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir. Est-ce que tu dirais qu'il est plus facile de changer de vie à 30 ans ou à 50 ans ? J'ai pas encore 50 ans, donc je sais pas, mais j'en ai bientôt 40. Je dirais plus à 50 ans, parce qu'à 30 ans, est-ce qu'on change vraiment de vie ? On est encore très jeune. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que le gap est très grand entre mes 30 et mes 40. Et ce que je fais là, et même si j'ai parlé beaucoup de doutes, j'ai quand même aussi pas mal de certitudes aujourd'hui, plus de certitudes sur ce que j'aime, sur qui je suis. Et donc, je pense que c'est plus facile de faire ce virage là à mon âge qu'à 30 ans. Ça aurait été beaucoup trop tôt à 30 ans, en fait. J'avais encore rien fait, donc. Qu'est-ce que t'a apporté ce changement ? De façon générale, un nouvel équilibre. Et puis, beaucoup de nouvelles perspectives et d'horizons qui sont d'ailleurs encore incertains pour beaucoup. Mais ça m'a aussi redonné c'est un peu cette envie d'explorer des nouvelles choses, qui était un peu la raison pour laquelle j'avais voulu faire des affaires internationales. Donc ouais, ça m'a redonné cette fibre d'exploratrice. Que pourrais-tu dire aux personnes qui nous écoutent et qui rêvent de changer de vie ? Je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets sur ce grand saut,
les doutes qu'on peut avoir. J'aurais envie de rassurer un petit peu sur le fait qu'évidemment, il y a des doutes et que c'est normal d'en avoir et qu'on ne peut pas attendre de ne plus avoir de doutes pour se lancer, parce que c'est sûr qu'il y en aura toujours. On ne peut pas tout maîtriser avant de se lancer. Vraiment, un conseil important, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est de s'entourer et puis de multiplier les rencontres, les témoignages. Moi, ça m'a beaucoup aidé à faire le grand saut, de parler aux autres et de ne pas rester trop tout seul derrière son ordinateur dans son bureau. On peut être tenté, surtout quand on est sur des choses assez pragmatiques comme le business plan, l'étude de marché, tous ces trucs-là. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant en fait quand on se lance, hein. Mais on a tendance à avoir envie d'aller au bout absolument avant de se lancer. Et aussi, parfois, on a peur de montrer son travail quand on se lance dans un nouveau projet d'entrepreneuriat, parce que c'est très personnel. C'est évidemment beaucoup plus personnel que son travail quand on est salarié. Et on a peur de s'exposer. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, même quand c'est encore un peu en chantier, justement d'aller confronter ça aux autres pour que ça permette aussi de nourrir en fait la réflexion. Donc voilà, donc je dirais multiplier les échanges avec d'autres entrepreneurs ou d'autres gens qui ont fait ce changement de vie. Ne pas hésiter à se dévoiler, à montrer cet embryon, même si c'est encore qu'un embryon. Et puis accepter l'incertitude en fait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je crois que là, ces derniers mots, ça résume assez bien le témoignage que je peux faire par rapport à ça. Et non, j'ajouterais que je te remercie, parce que c'est toujours chouette, même pour moi, de repenser à ce processus qui est encore en cours. Et ouais, c'est des réflexions intéressantes, surtout humainement et émotionnellement, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Clara. Merci à toi, Aurélie. Merci à Clara Delmont-Bardin pour sa confiance et la délicatesse de cet échange. Merci à Arnaud Momanceau pour la qualité et la richesse sonore de cet épisode, du travail de pro, irremplaçable. Toutes les références évoquées par Clara sont dans la présentation de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Comme une évidence. Cet épisode vous a plu et vous avez envie de soutenir le podcast. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix et déposer vos commentaires accompagnés de 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence. Pour partager vos réflexions, vos réactions, poser des questions et même proposer des portraits, rendez-vous sur LinkedIn ou Instagram. Merci pour votre soutien.